Si vous adressiez à quelqu'un qui ne vous connaît pas, vous diriez que vous faites quoi comme métier? Ah ben, je dirais, je suis le représentant. Même moi, j'habite l'immeuble, là, tout le monde me dit bonjour et tout, ils savent pas qui je suis. Là, si ça se passe à la télé, ils vont savoir qui je suis obligé de me casser. Ils sont braqueurs de banque, proxénètes ou trafiquants de drogue. Et ils ne parlent jamais. Voilà. Exceptionnellement, ces grands voyous français ont accepté de raconter leur monde, leur milieu. Ah, depuis toujours, il y a des voyous, c'est pas nouveau. Hein. Comme dans une famille, hein. T'as le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, c'est exactement pareil. Le milieu, c'est une autre famille. Hein. On a nos lois, nous. Comme on peut dire, le Vatican aussi. Hein. Ils ont leurs lois, leurs machins et tout. C'est pareil, voilà. Le milieu français est un monde hétéroclite en marge de la société, mais qui a toujours su préserver ses intérêts en se rapprochant des cercles du pouvoir et en rendant de grands services aux hommes politiques. Toutes informations sont bonnes, et notamment sur le culte, ça permet aux politiques évidemment de tenir d'autres personnes, en les menaçant d'un chantage, en révélant leurs mœurs. Il est certain qu'il y a des avantages avec les hommes politiques qu'on n'a pas ailleurs. Voilà. Le service en vaut une autre. C'est pas compliqué. En France, le jeu du gendarme et du voleur n'est qu'une fable. Entre la police, le milieu et le monde politique, c'est un équilibre des forces qui dure depuis plus d'un demi-siècle. Les jeux sont faits. Tant que bien sûr les honnêtes gens ne s'en aperçoivent pas. Rien ne va plus. L'histoire des petits arrangements entre le milieu et l'État n'a jamais été racontée. Non, coupe parce que c'est... Ils vont me tirer des coups de flingue si je... La France est un pays dans lequel le débat politique et le politique est, je dirais, particulièrement honnête. La France s'honore d'être un État de droit. Il n'y a pas de vertu républicaine sans une bonne justice. La guerre contre les voyous, elle dépasse la situation d'un gouvernement ou d'un parti. C'est une guerre nationale. Pour toucher du doigt ces petits arrangements dans le dos de la République, il faut plonger dans l'histoire du proxénétisme, la porte d'entrée du milieu français. Moi, j'ai toujours fréquenté des voyous, mais c'était mieux, j'ai jamais été un voyou dur, jamais fait de braquage de ma vie. Je m'entends mieux avec quelqu'un qui est marginal qu'avec quelqu'un qui tient une droguerie. On parle le même langage. C'est une gueule, et un nom aussi. Dodo la Saumure est le proxénète le plus célèbre de l'Hexagone. Les Français l'ont découvert en pleine campagne présidentielle de 2012. C'est l'un des hôtels les plus prestigieux de l'île. Un palace, aujourd'hui au cœur d'une affaire de proxénétisme. Homme d'affaires, commissaire, patron, organisait les soirées libertines. Et un des clients pourrait être Dominique Strauss-Kahn, alors patron du Fonds monétaire international. Voici l'homme par qui le scandale est arrivé. Dominique Alderweireld, alias Dodo la Saumure. Ce Français aurait été le pourvoyeur de plus de 50 filles à un réseau à grande échelle. Dodo travaille aujourd'hui en Belgique, un pays où les maisons closes sont tolérées. Ici, c'est un table dance. Ici, vous avez un endroit pour, j'allais dire, pour faire des gangbangs, soyons clairs, voilà. En bas, vous avez une salle de torture pour les adeptes du fouet. Je l'ai appelé DSK, ça veut dire Dodo Saumure Club en flamand. Et monsieur DSK m'a demandé de le débaptiser, donc ça a été fait. C'est pour ça qu'on nous l'appelons le Carlton. Cela fait 50 ans que Dodo fait ce métier. 50 ans qu'il fréquente le milieu. J'ai eu mon premier établissement en 1970 à Lille, où ce qu'on appelait les semi-montants étaient tolérés. C'est-à-dire que le client pouvait avoir, allez, on va appeler un chat, une fellation dans le salon, et s'il laissait 5, 6, 7 ou 10 bouteilles de champagne, il pouvait passer la nuit.
À l'époque, la prostitution, c'était le revenu le plus régulier. Ça permettait à certains proxénètes de préparer d'autres affaires. Ça payait le journalier. Le proxénétisme a longtemps été l'activité principale de la voyoucratie française. Mais entre les prostituées et les bandits, ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Beaucoup de membres du milieu ont partagé la vie de ces filles de joie. Question de morale personnelle. J'aime bien la mentalité des tapins. Je me sens mieux avec un tapin qu'une gosse qui va travailler à l'usine. D'abord, ça ne peut pas aller. Vu ma vie, ça n'ira pas. William Perrin, dit le Grand, perceur de coffre-fort, né en 1931, 50 ans de carrière dans le banditisme, toujours en couple aujourd'hui avec une prostituée. C'est la misère qui les a achetés sur le tapin. Et moi, si j'avais été riche, j'aurais jamais fait le voyou. Les prostituées et les voyous prospèrent à la marge de la société avec la discrète bénédiction de la police et des politiques. Officiellement, on les combat. En réalité, chacun y trouve son compte. Ironie de l'histoire, c'est même à l'occasion d'une loi votée par les députés que le milieu a pu s'accaparer le commerce du sexe. Le moment est venu de s'engager dans la voie de la propreté et du progrès moral. Supprimons les maisons de tolérance. Luttons contre le marché des femmes et contre leur exploitation par les rabatteurs autorisés par la préfecture de police. Les femmes ne sont pas des esclaves. Marthe Richard est une ex-prostituée à l'origine d'une loi de 1946 visant à fermer les maisons closes. En réalité, le sort des prostituées intéresse peu les hommes politiques de l'époque. Ce qu'ils visent à travers cette loi, c'est à laver l'honneur de la France. Pendant l'occupation, Paris est la ville où les soldats allemands viennent jouir de leur permission, et les maisons closes deviennent le lieu symbolique de la collaboration. À la Libération, il faut donc punir les prostituées et tirer un trait sur ce passé honteux. Les filles se retrouvent à la rue pour le plus grand bonheur des proxénètes, qui assurent la protection des prostituées tout en prélevant leurs dîmes. Le milieu n'aime rien tant que la clandestinité et il s'adapte immédiatement à la loi Marthe Richard. Ils travaillaient dans les hôtels de passe. À ce moment-là, les hôtels de passe, ils avaient fermé les bordels, ils avaient ouvert les hôtels de passe. Il y en avait partout, il y en avait rue Saint-Denis, il y en avait rue Blondel, il y avait tous les halles, il y en avait partout, dans tout Paris, il y avait les hôtels de passe. T'avais les filles dans les escaliers, dans les machins, tu passais, tu faisais ton choix. Tu choisissais la fille que tu voulais, et puis tu montais. Tu payais, tu montais. Et les spécialistes, c'était la Bretonne pour les tapins. Il y avait les belles gonzesses qui étaient toujours très élégantes et tout. À la Madeleine, t'avais les gonzesses de luxe et tout qui tapinaient. Depuis que le monde est monde, la prostitution a toujours existé. Ils ne peuvent pas l'arrêter. T'as des gens qui ont des besoins, qui savent pas attaquer une femme, qui savent pas, qui ont des besoins sexuels, et qui se font faire des prostituées. T'as des mecs qui leur gonzesse ne les a jamais sucés, ils vont se faire sucer par une pute. Alors il faut ça dans la vie, tu comprends? Le milieu est un corps parasite de notre société. Dès que l'État lui donne le feu vert pour s'enrichir, il s'engouffre. Je vais dire n'importe quoi. Si vous pouviez payer la chambre, on va prendre des euros de notre époque, 30, et que vous aviez 10 chambres où il y avait 8 passes, ça fait de l'argent quand même. Hein? Il n'y a pas que les voyous qui se goinfrent. Pour la police également, la loi Marthe Richard est une aubaine. Durant des décennies, la brigade mondaine va couver ses hôtels de passe comme l'huile sur le feu. D'abord parce que ce sont des nids d'indicateurs. Alors, il faut dire que la brigade mondaine à l'époque, c'était très spécial. C'était pas une section qui avait une vocation répressive. On laissait les choses en place. On faisait des rafles de prostituées. Bon, l'intérêt, c'était de les ficher, bien sûr. On les prenait en photo. On les gardait une nuit. Bon. Il est évident que les inspecteurs tombaient parfois amoureux des prostituées qui devenaient des informatrices bénévoles. La police ne peut pas vivre sans indicateur. Et un indicateur n'est donc pas un policier, mais un criminel qui parle. Alors il parle parce qu'il est forcé, il parle parce qu'il est payé, et il parle parce qu'il a envie de se débarrasser d'un de ses concurrents. Et bien évidemment, si on veut des vraies informations, faut la demander à des vrais criminels. Dans le milieu, on a des valeurs,
et la première d'entre elles est sacrée. Le silence est d'or. Ceux qui balancent, pour nous, c'est des enculés. Dans votre métier de journaliste, si vous avez des sources, vous les donnez pas. Eh ben, nous, c'est pareil. Michel Lepage, dit Le Gros. Ancien parrain de la banlieue sud, braqueur de haut vol, une tombe en interrogatoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a jamais été proche des proxénètes, parce qu'on savait que la plupart balançaient pour tenir leur business. Beaucoup de proxénètes étaient indicateurs de police. Moi, je puis dire que j'ai des amis flics et je n'ai jamais balancé un nom de ma vie. Maintenant, j'ai toujours eu des conversations pour donner une ambiance. Est-ce qu'il y a des violences? Est-ce qu'il y a du racket quelque part? Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce que en ce moment tu vois beaucoup de drogue? Sans balancer des gens, on peut dire, en ce moment ça se passe comme ça et comme ça. Donc c'était pénétrant, pénétré. Le rapport de force entre les proxénètes et les policiers est largement à l'avantage de ces derniers. La brigade mondaine est la seule autorité qui peut ordonner la fermeture d'un hôtel de passe. Et ce pouvoir a un prix. Il filait de l'oseille au Condé, pour pas être fermé. Alors de temps en temps, pour la forme, il fermait 3-4 chambres dans l'hôtel, pour faire voir qu'il faisait quelque chose. Pour moi, mais sans ça, il marchait la main dans la main. Le tarif de base, à l'époque, c'était l'équivalent de ce que j'appellerais, moi, un bâton, c'est-à-dire 10 000 francs par mois pour un hôtel bien couvert, ce qui n'était pas cher payé, d'ailleurs. Et effectivement, tous les mois, je faisais la tournée des enveloppes que je rapportais à mon directeur. Voilà comment ça s'est passé. Bon, c'est évident que moi, je ne voulais pas les enveloppes. Mais j'avais une petite prime de service rendu. Tout le monde mange. Tout le monde a faim, tout le monde mange. C'est pas nouveau, c'est depuis tous les temps. L'arrangement serait bancal s'il n'avait pas l'aval du pouvoir. Surtout à une époque où les mœurs ne sont pas franchement libres. Le général de Gaulle put se mêler à la foule qui l'escorta jusqu'à la cathédrale pour la messe dominicale. Durant les années 60 et 70, la brigade mondaine ne fait pas que ramasser des enveloppes. Elle est en réalité une police politique. Chaque tenancier de maison de Partouze a été muni d'un petit appareil qui était utilisé par les services spéciaux pour prendre des photos de documents. Et à charge pour lui, évidemment, comme les gens se dénudaient, de photographier les papiers et de les communiquer tous les jours à la brigade mondaine ou toutes les semaines. Parmi les amateurs de partouze est signalé le général de brigade de l'armée de l'air, M. M. Il n'est pas rare qu'il demande que l'on pratique sur sa personne l'onanisme buccal. Et c'est ainsi qu'on s'apercevait que ces maisons étaient fréquentées par des gens, parfois des commissaires de police, parfois des magistrats, parfois même des évêques. Ces renseignements étaient des renseignements anonymes, c'était des blancs. L'émir et son premier ministre se sont retirés dans une chambre avec 6 de ses femmes. Aucun d'eux n'a accompli cependant l'acte sexuel, et pour cause, leur virilité étant chose morte. Les blancs se sont remis au chef de service qui va les lire et en fonction de l'intérêt va ensuite le transmettre à son directeur, lequel le transmet au préfet de police et puis lequel le transmet au ministre. Donc il y a une remontée de l'information. Ces informations permettent aux politiques évidemment de tenir d'autres personnes ou du moins d'avoir des arrangements avec eux en les menaçant d'un chantage en révélant leurs mœurs. Avoir un député ultra-catholique qui vient se faire tirelipoter chez Madame Gudule peut amener à avoir sur lui un levier particulier. Aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer que ça puisse avoir un quelconque effet sur un parlementaire, mais à l'époque, on peut être sûr que c'était très efficace. Les seules perdantes dans cette histoire sont les prostituées, dont les conditions sanitaires ont empiré, à tel point qu'en 1975, la même Marthe Richard prône la réouverture des bordels. Si je demande qu'on rouvre des maisons, je suis persuadée que là, il y aura aussi un docteur et tout ce qu'il faut pour donner des soins à l'occasion. Et ça, c'est le moindre mal. C'est mieux que de les voir les femmes aux portes des hôtels, dans les rues. Les maisons closes ne seront jamais rouvertes. Le marché du sexe est le meilleur exemple de cette entente à trois entre le crime, la police et les dirigeants politiques. Et ces petits arrangements entre amis vont perdurer jusqu'au début des années 2000. Quand le préfet de police me montrait des notes blanches,
je disais gentiment, ne me montrez pas ça, les histoires de vie en ville ne m'intéressent pas. On a fait évoluer, je crois, et pas seulement moi, hein, le renseignement dans ce pays, dans le sens de prévenir ce qui doit l'être, pas aller chercher les nouvelles croustillantes sur, encore une fois, la vie privée de tel ou tel et tout ça, parce que sinon, on n'est plus tout à fait en démocratie. Les compromissions de la République avec la voyoucratie sont légion et peuvent avoir parfois des conséquences dramatiques pour la démocratie. Le meilleur exemple de l'alliance entre bandits et politiques s'appelle Marseille. Cette ville, à mi-chemin entre la Corse et Paris, est le berceau du milieu français. Marseille, c'est un endroit extrêmement intéressant parce que c'est là où le crime est devenu industrie. Jamais aucune ville en France n'aura généré une telle relation incestueuse entre le crime et l'ensemble des institutions économiques, sociales et politiques. Pour comprendre le système marseillais, il faut se replonger dans l'ambiance des années 50 et se faire expliquer la vie dans les quartiers populaires et les petits trafics par un authentique membre du milieu. Antoine Cossu, dit Tony Languille, braqueur, gros bonnet, connu de Nice à Perpignan. Première arrestation à 14 ans. Tous les petits ont quelque chose en tête. À Marseille, c'est plonger dans la mer. Hein. Donc quelque part, le port, à partir de 7-8 ans, déjà, on le connaît. On se débrouillait à se faire embaucher comme docker la nuit. Et s'il y avait du sucre, du blé, de n'importe quoi, du café, voilà, on se mettait les caleçons, on fermait en bas aux chevilles et on les remplissait. On partait dans les bateaux, fouiller tout ce qui pouvait se faucher, quoi. Voilà. Une fois, on est tombé sur une caisse de montre qui s'était fracassée. On s'est mis des montres jusqu'à là. Voler, c'était un petit peu naturel, quoi, pour ainsi dire. Hein. Bon, puis après, il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui continuent. Moi, j'ai fait partie de ceux qui continuaient. Après, on est amené à sortir, aller en boîte. Et là, bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était les Guérini. La plupart des boîtes de nuit de Marseille sont tenues à l'époque par les Guérini. Une puissante famille de bandits corses. Les Guérini, ils avaient un côté très, très sympa. Hein, moi, j'ai surtout connu Mémé, qui a toujours été affable, gentil, le cœur sur la main. Et d'ailleurs, je sais que quand j'avais préparé une évasion de Toulouse, il s'était proposé de dire qu'est-ce qu'il a besoin, si je trouve un appartement, n'importe quoi, une planque. C'était un seigneur, quoi. Hein. Cette voyoucratie marseillaise va rendre un énorme service à un jeune socialiste qui brigue la mairie depuis des années, Gaston Defferre. Cet homme politique a un souci majeur. Au milieu des années 50, il est loin d'avoir un rapport de force en sa faveur à Marseille. Gaston Defferre est un homme de gauche, l'ensemble du territoire français est globalement gaulliste, hein, et Marseille est socialiste gaulliste, et Defferre ne veut pas des communistes. Voilà, mais là, tout autour de Marseille, il n'y a que des communistes. À l'époque, on ne fait pas uniquement une élection en mettant un butin dans l'urne. Il y a une partie plus physique dans la conquête de l'électeur. C'était l'affrontement. Il y avait des manifs sur la Canebière, il y avait des bagarres, il y avait des coups de couteau, il y avait des coups de revolver. Le défi, pour le jeune Gaston Defferre, est de diminuer l'emprise des communistes sur Marseille, et en particulier sur le centre névralgique de la ville, le port autonome, complètement contrôlé par le syndicat des dockers, la CGT. La prise de contrôle de la ville nécessite de démanteler le pouvoir du Parti communiste. Il faut démanteler le contrôle des docks. Donc pour ce faire, Gaston Defferre, il s'appuie sur ce qu'il a. C'est pas les militants SFIO qui font le coup de poing, c'est les Guérini. C'est vrai que le voyou, il est craint, c'est qu'il a des méthodes un peu particulières. Tu ne peux pas le nier. Soit dans la discussion, soit dans les moyens physiques, voilà. Et en plus ça se passe en nos trous, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, voilà. Des voyous rentraient dans le port de façon à contrecarrer une emprise trop forte de l'autre mafia qui était celle des dockers. Cette alliance entre un candidat socialiste et un clan important du milieu peut paraître contre nature. Mais Defferre et les Guérini ont un passé commun. Ils ont libéré ensemble la ville de Marseille en 1944, les armes à la main.
Quand on a vécu 2, 3 ou 4 ans de résistance avec un ennemi commun, qu'on soit flic ou voyou, on ne se regarde pas de la même manière avant, pendant et surtout après. Ça permet un enracinement plus fort, un lien plus fort, une absence d'interdit, la frontière devient molle. Suite à l'intervention du clan des Guérini au port, l'emprise des communistes diminue à Marseille. La stratégie de Defer est payante. Il remporte les élections municipales en 1953. Au cours de cette campagne électorale, nous avons assisté à la collusion entre les forces gaullistes et le Parti communiste. Nous avons triomphé de cette coalition. Nous en sommes fiers, moins pour nous que pour le peuple de Marseille, qui a ainsi donné la preuve de son indépendance d'esprit. Gaston Defer, il s'est servi des gangsters, mais il a fait ça proprement. Il a été plus maître d'œuvre que jouet. Plus gérant de marionnettes que marionnette lui-même. Mais tout a un prix. Un service en vaut une autre. C'est pas compliqué. Un service en vaut une autre. Pour les Guérini, la réussite est totale. Non seulement Gaston Defer couvre leurs agissements, mais il possède dorénavant un accès privilégié au port de Marseille. Ils peuvent donc organiser tous les trafics imaginables. Contrebande, cigarettes et bientôt la drogue. Les Guérini deviennent le clan le plus puissant du sud de la France. Pendant des décennies, la police et la justice ne peuvent rien contre eux. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un procureur, je crois, qui... Même Guérini, il faisait cadeau ses pompes. Quand il les mettait plus, le procureur était heureux de savoir les pompes de Guérini, tu vois, c'est un truc... Voilà. Gaston Defer sera réélu 6 fois de suite et dirigera la ville pendant 33 ans. Et les dérives d'un tel mélange des genres seront nombreuses. Voilà. Souhaitons longue vie à M. Gaston Defer, c'est notre père et notre mère. Le milieu a pénétré la sphère politique comme jamais dans l'histoire contemporaine. Il faut donc un intermédiaire, un consigliere, comme on dirait dans le monde mafieux. Et donc, cet homme-là, ce sera l'homme qui siégera à la mairie, dont on parle avec d'immenses précautions, afin de ne choquer personne et surtout de ne prendre aucun risque. Et cet homme, c'est Nick Venturi. Nick Venturi, c'était un homme qui était dans tous les trafics corses qu'on peut imaginer. C'était un parrain, quoi, voilà. Nick Venturi, il a fait son chemin, hein. Il a été adroit, il n'a pas été maladroit du tout, et voilà, aussi bien en politique que dans la voyoucratie. Il a rangé les choses, tout ça, il avait la bonne parole. Hein. Avec son bureau à la mairie, Nick Venturi reste à ce jour une des plus belles réussites du milieu français. Un parrain toujours suspecté et rarement inquiété. Comme on dit, vous êtes fiché dans le milieu. Est-ce que vous, monsieur, vous avez vu des malfaiteurs que depuis 30 ans, on parle de eux et que la police n'a jamais pu les arrêter? Vous faites partie des intouchables, comme on dit, des mandarins de la côte. C'est ce qu'on dit. Intouchables pourquoi et de quoi et par qui? Nick Venturi profitera pendant 33 ans, sans discontinuer, de la manne publique marseillaise. Quand il y avait un marché intéressant sur les égouts, la propreté, comme il avait une société, de faire lui attribuer les marchés. La dérive du système de Gaston Defer a fait en sorte qu'il se goinfrait sur les appels d'offres, sur les marchés. Il n'y avait pas d'appel d'offres, en fait, à l'époque. Marseille dépend de la mer, et quand on aime la mer, on comprend mieux Marseille. Pour donner une petite anecdote qui est intéressante, Gaston Defer aimait la mer. Il avait un très beau voilier, le bateau était garé devant la mairie, les marins sur le bateau étaient des employés municipaux, et le bateau était lavé, nettoyé, caréné au centre municipal de voile. C'était le bateau de Gaston, ça choquait personne. Pas les journalistes, ni l'État, ni rien, c'est normal. Aujourd'hui, vous avez un bateau, vous allez directement en prison. Voilà, donc ce match, il est plié. Et je dis pas que c'était bien. Heureusement que ça a évolué. Mais c'était comme ça. Ce système marseillais ressemble à s'y méprendre à une entente mafieuse. Les voyous tiennent les discothèques, rançonnent les brasseries, placent leurs filles, trafiquent dans le port et croquent une partie de l'argent public. Notamment dans le traitement des déchets. Une mauvaise habitude qui perdurera jusqu'aux années 2000. Mais la France n'est pas la Sicile. Et le milieu n'est pas une mafia. C'est une juxtaposition de parrains, entourés de lieutenants et d'hommes de main, dans laquelle il n'existe pas de donneur d'ordre tout-puissant.
Non, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef dans la voyoucratie. C'est les poulets qui disent il est chef et tout. Ça n'existe pas, il n'y a pas de chef. Ce qu'il a, le vrai voyou, il a ce truc, il est indépendant. Il n'y a personne qui va lui dire attention, ça, il ne faut pas le faire. Ça n'existe pas. Si tu veux faire le voyou, si pour avoir un chef, c'est pas la peine, tu vas à l'usine à ce moment-là. Hein. Moi, j'ai jamais eu de chef et tout, puis j'ai jamais fait le chef pour personne, et puis c'est normal. Enfin, j'ai été une vie libre. La seule hiérarchie que les membres du milieu veulent bien reconnaître, c'est celle du courage et de la testostérone nécessaires pour monter sur un coup. En bas de l'échelle, on trouve les petits escrocs et les proxénètes, peu appréciés du reste de la voyoucratie. Les bandits les plus respectés sont les braqueurs et les perceurs de coffres-forts. Moi, j'étais essentiellement un braqueur. Le braqueur, il a un truc spécial. Le braqueur, quand tu es 4 ou 5, tu pars sur un braquage, on prend tous les mêmes risques, on risque la vie. Entre les braqueurs et l'État, il n'y a pas d'arrangement possible. Mais les voyous savent qu'ils ont un boulevard devant eux quand la police est occupée ailleurs. Les flics ne peuvent courir tous les lièvres à la fois. Question de moyens. Pendant la guerre d'Algérie, par exemple, la France connaît une vague d'attentats sur son territoire et la police se concentre sur le contre-terrorisme. Elle n'avait pas le temps de s'occuper des voyous pendant la guerre d'Algérie, la police. On y a été gaiement. Comment ? Il n'y a pas beaucoup qui faisaient des affaires comme ça à l'époque. Hein. Des affaires de quoi ? Des affaires de coffre-fort, tout ça. J'ai touché beaucoup d'oseille, moi. Dans les banques, il y a des ramassages de fonds, tu sais, il y a de l'argent. Durant les décennies suivantes, les attaques de banques font régulièrement la une des journaux. Bonjour les postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire. Les braqueurs jouissent d'une troublante aura auprès de l'opinion publique. Ils sont des Robins des Bois qui prennent de l'argent aux banques. On va jusqu'à les appeler les beaux mecs. Pourquoi les braqueurs sont admirés ? Il faut demander à ceux qui admirent les braqueurs. Moi, je ne peux pas répondre à ça. Moi, je n'ai jamais cherché la notoriété dans machin. J'allais faire mon métier, entre parenthèses, et puis je revenais avec mon argent, et puis voilà. Pourquoi il y a tellement de gens qui se précipitent au cinéma pour voir les films de gangsters ou les séries, tout ça. Donc, quelque part, il y a beaucoup de gens qui aimeraient crier un peu plus fort, voilà. Et là, moi, c'était ceux-là, quand même, ils ont les couilles d'aller où j'aurais aimé aller peut-être aussi. C'est la vérité, voilà. Regardez bien cet homme avec un casque intégral blanc. C'est lui, le gangster. Il est entouré de ses 5 otages. Face au trop grand nombre d'attaques de banques, la police est vexée. L'État se sent ridiculisé et finit par réagir. Il y a des hommes qui ne pensent qu'au meurtre, au vol. Il s'agit d'une catégorie de gens extraordinairement dangereux et devant lesquels l'indulgence n'a pas cours. La brigade spécialisée contre les braqueurs, l'anti-gang, devient la mieux nantie de France. Et les bandits sont désormais des trophées à accrocher en fin d'année. Le plus prestigieux et le plus bruyant d'entre eux se nomme Jacques Messrine. Non seulement il braque et il s'évade, mais il revendique ses coups comme un sportif ses records. Jacques Messrine a réussi ce matin au Rincy un hold-up parfait, sans tirer un seul coup de feu. Un hold-up qui lui a rapporté la somme de 450 000 francs. La dernière cavale de Messrine dure 18 mois, pendant lesquels il nargue ouvertement l'anti-gang et l'État. Votre rôle est de m'arrêter ou de me tuer. Salut de Vos et bonne chasse. Face au vantard Jacques Messrine, l'État a le dernier mot. Les autres braqueurs français savent dorénavant que la République n'a peur de rien. Tout peut arriver dans la vie d'un voyou, ouais. La mort, la prison, tout. Il faut être un peu cinglé pour être un voyou. Je te le dis tout de suite. Quand tu allais braquer, tu sortais la banque, tu étais content, tu sautais un comptoir, tu prenais les sous, tu te cassais, tu étais content. Il n'y avait rien. Là. Mais quand on passait devant les murs de la santé, on disait putain, un jour, ça se trouve, aller de l'autre côté. Là, ça commence à devenir difficile. En général, un voyou, il va au ballon. Hein. J'en connais pas beaucoup qui ont passé au travers de la case prison. Hein. Pourquoi vous a-t-on placé la première fois donc en quartier de sécurité ?
Je m'étais évadé au mois de 78, quoi. Après, on m'a repris au mois de janvier et on m'a mis au QHS. J'ai vu que c'était vraiment trop dur. Voir personne, en promenade toujours tout seul. Moi, j'estime que 3 mois de QHS, ça fait facilement entre 9 et 12 mois de prison normale. Le pouvoir sait pactiser avec les malfrats lorsque ça l'arrange, mais il ne veut surtout pas apparaître laxiste. La France affiche une politique carcérale plus sévère que tous ses voisins européens. Les prisons respirent la misère, elles sont surpeuplées, et personne ne veut savoir ce qu'il se passe à l'intérieur. Tout le monde en a peur de la prison. On n'y va pas de bon cœur, mais quand on y est, il faut savoir se la faire, et puis c'est tout. Je marchais 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Ça me permettait de me fatiguer pour pouvoir dormir. Le contrat que l'État français propose aux bandits en prison est simple. Collaborer ou vivre l'enfer. Le juge m'a fait des propositions, moi. Il me dit, si vous pouviez collaborer avec nous, on en saurait des choses. Je dis, moi je collaborerai jamais. Voilà. J'avais pris 16 ans, j'en ai fait 13 sur 16, j'ai rien gagné du tout. J'ai payé mes délits, j'ai fait 24 ans de prison à peu près. Ben moi, je dois me facturer pas loin de 28 ans de prison. Hein? Je suis un peu fada parce que j'ai même pas l'impression que ça m'est arrivé. Tony Languille a connu beaucoup de prisons françaises. Mais celle qui incarne l'horreur à ses yeux s'appelle la prison de Mende. Il y entre en 1977. On s'est retrouvés tous dans un fourgon en direction Mende. Voilà. Le curé il vient nous voir, un par un, et il nous dit, voilà, ici, je vous le dis, ils ont droit de vie et de mort. Si vous mourrez, c'est vous qui vous êtes tués. C'est pas eux. On s'est dit, c'est quoi cette prison? Tu pouvais t'asseoir que pour manger et le soir pour te coucher. Le matin, il passait, si tu te voyais coucher, il te rentrait et te démontait. Ça, c'était Mende. Et une nuit, je me rappelle, il y avait un noir qui était là, qui avait pris perpétuité, un noir des îles, je sais pas trop quoi, ça faisait moins 15 ans qu'il était en prison. Un soir, il s'est mis à chanter, il a pris sa crise, tu sais, il a chanté toute la nuit. Ils l'ont laissé chanter. Quand il s'est endormi, ils sont rentrés, ils l'ont massacré, ils l'ont tué, puis ils l'ont pendu. La prison inhumaine de Mende ferme ses portes en 1982 sous l'impulsion de François Mitterrand. Mais les prisons françaises sont encore aujourd'hui classées parmi les pires d'Europe. Pour l'État, c'est une façon d'afficher sa fermeté auprès du grand public, alors qu'en coulisses, il continue ses combines. Dans la panoplie du milieu, il reste un dernier arrangement à aborder, le plus rentable de tous, le business des cercles de jeu. C'est une histoire trop peu racontée, celle d'une entente inédite et dangereuse entre l'État et le banditisme corse. Le Corse, peut-être, c'est dans sa nature, peut-être. Ouais, ça fait longtemps que les Corses sont dans le jeu. Il n'y a qu'eux qui tiennent les jeux. En Angleterre, partout, c'est les Corses qui ont les cercles. En Afrique aussi, c'est encore les Corses. Parce que c'est leur truc à eux. Messieurs, faites vos jeux. N'importe quelle maison de jeu rapporte énormément. Si tu es derrière la caisse, si tu joues, tu es obligé de te faire plumer. Dans cette affaire, beaucoup de sang a coulé. Et rares sont les employés qui acceptent de raconter ce business de l'intérieur. Ou alors, en soupesant le moindre mot. Dans le cercle où vous travaillez, vous avez vu passer des bandits corses? Ça marche, hein. Non, coupe parce que c'est... Ils vont me tirer des coups de flingue si je... Pour comprendre l'incroyable histoire des cercles de jeu parisiens, il faut remonter une fois encore à l'époque où tous les rapprochements entre politiciens et voyous étaient possibles. Les années de résistance. Le 5 octobre 1943, les Corses se débarrassent des Allemands et libèrent leur île. Une partie de la victoire contre l'Allemagne nazie s'est jouée ici, et l'État français se sait redevable à ses résistants corses. Parmi eux, certaines familles de bandits, comme les Francisi, ont l'art de faire fructifier ce fait d'armes et de se rapprocher du milieu politique, comme les Guérini à Marseille avec Gaston Defferre. En fait, les Francisi, ils ont un problème, c'est que les Guérini se sont déjà implantés à la SFIO.
faut bien qu'ils aient un protecteur. Et donc à l'époque, il y a communistes qui semblent tout à fait pas raisonnables. Fascistes, ils viennent de perdre, c'est pas bien non plus. Socialistes, c'est déjà fait. Gaullistes, ils vont choisir gaullistes. Mais c'est pas parce qu'ils aiment le général de Gaulle, c'est parce que c'est disponible. Après la libération, pour remercier tous ces Corses d'être entrés dans le mouvement gaulliste, en fait, on leur a accordé toutes les licences de cercle de jeu à Paris. Il y a eu d'ailleurs, à un moment donné, il n'y avait pas que les Franchic, il y avait, autant que je me souvienne, Andréani et bien d'autres. 3 familles corses, les Francisi, les Andréani et les Peretti, vont alors créer le business le plus juteux de toute l'histoire du banditisme français, en profitant de la législation peu contraignante des cercles de jeu parisiens, jusque-là attribuée à de paisibles associations caritatives. Le cercle de jeu, contrairement à un casino, c'est une association qui reçoit du ministre de l'Intérieur l'autorisation de pratiquer les jeux parce qu'il sert une cause sociale, humanitaire, artistique. Alors à partir de là, on a une réglementation qui peut permettre, dans certains cas, des dysfonctionnements. La législation permet de détourner de façon tout à fait, je ne dis pas légale, mais tout à fait naturelle, une partie des gains. On ne peut pas rentrer des dizaines de milliers d'euros dans la journée sans avoir la tentation d'en camoufler la moitié. Hein. C'est difficile, moi je ne sais pas comment... si j'étais dans cette situation, la moitié serait déclarée, l'autre moitié ne le serait pas, c'est tout. C'est vraisemblablement ce qu'ils ont tous fait. Les 3 clans corses se partagent le gâteau des cercles de jeu parisiens, à l'Étoile, sur les Champs-Élysées, place de la Concorde. Il y a eu une époque des cercles de jeu où c'était des machines à cash gigantesques. Qui est plus coupable? L'élève indiscipliné ou le maître laxiste? Pourquoi diable n'a-t-on pas changé la législation des cercles ou ne les a-t-on pas supprimés? C'est pas un secret, ils le savaient tous. Ils laissaient faire. À mon avis, ils laissaient faire. Parce que ça devait arranger tout le monde. Hein. Les jeux qu'on fait, rien ne va plus. On est aussi sur un domaine qui rapporte énormément d'argent à l'État. En termes fiscaux, en termes de retombées collatérales pour les commerçants autour, en termes de vie, puisque un cercle, ça vit tous les jours de l'année, à une heure très tardive dans la matinée. Donc il y a, je dirais, une société, une micro-société. La police, elle aussi, y voit un intérêt. Comme la brigade mondaine se sert des proxénètes pour surveiller la délinquance de quartier, la brigade des jeux observe avec attention les cercles pour s'informer sur le grand banditisme. Il arrive que ces cercles soient fréquentés par des voyous. Ça fait partie du Bristol, de la carte de visite du voyou qui est en passe de passage à Paris et qui vient se montrer. Ça, c'est important pour son standing. C'est plus intéressant d'avoir les outils de leur vie sociale, c'est-à-dire le jeu, la prostitution, elle reste. Il vaut mieux avoir les criminels sous la main que loin, et il vaut mieux les concentrer que les éparpiller. C'est un peu la surveillance des réseaux Internet sur les sites djihadistes. Est-ce qu'on laisse vivre pour identifier les gens et ensuite les arrêter? Ou est-ce qu'on ferme? Pendant des décennies, ces patrons de cercles s'enrichissent démesurément et deviennent de véritables notables du crime. Marcel Francisi, patron du cercle Haussmann, devient conseiller général RPR de Corse, alors même que l'administration américaine le soupçonne d'être le cerveau du trafic d'héroïne de la French Connection. Avec ses parrains du jeu, le mélange des genres bat son plein. Comme dans le petit village de Zicavo, en Corse du Sud, où les Peretti, propriétaires du cercle de l'aviation, se comportent comme des barons locaux. Les Peretti ont donné au fil des ans beaucoup de leur argent gagné dans les jeux sur le continent pour leur village. La promenade est l'occasion d'inventorier les réalisations signées Peretti. C'est vous qui avez reconstruit la poste? Ah oui, j'ai décidé de construire le poste. C'était une des plus modernes à l'époque. Avec leurs deniers, les Peretti ont construit la poste, mais aussi la route, la caserne des pompiers ou le clocher de l'église, sans oublier bien sûr l'école. Il est gentil, monsieur Peretti? Oui. Qu'est-ce qu'il vous donne, monsieur Peretti? Des sous. Il vous donne des sous, monsieur Peretti? Je crois qu'il joue un peu au bon Dieu, hein. C'est un peu le bon Dieu. Alors on est tranquille, on lui demande et on obtient. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Peretti? Moi, j'ai rien à penser. Je suis désolé, je peux pas dire rien. C'est-à-dire? Ah, j'ai rien à dire. On est bien à Zicavo? Je vous le dirai une autre fois.
Hors de notre présence, le lendemain, le même gendarme, accompagné de son chef, venait présenter ses excuses au Peretti. La plupart des familles corses qui ont fait fortune dans le jeu sont originaires de la même vallée, le Taravo, que l'on surnomme la vallée des croupiers. Pour comprendre le système des clans corses, il faut un interprète. Dominique Bianchi, ancien clandestin du FLNC, connaît par cœur les arcanes de l'économie insulaire. Dans cette vallée d'agriculteurs, de vie très difficile, à la limite quelquefois de la misère, celui qui a réussi va essayer de faire travailler tout simplement le fils de celui qui est dans la misère ou celui qui gagne mal sa vie parce qu'il est agriculteur, éleveur, etc. Donc on emploie le petit, entre guillemets, dans un cercle de jeu, dans un casino, pour qu'il gagne mieux sa vie et éventuellement qu'il puisse aider la famille. Cela pourrait ressembler à une jolie légende corse. Sauf que dans le milieu, la paix n'est qu'une période entre deux guerres. Les fortunes des uns aiguisent les appétits des autres. Au milieu des années 60, Andréani s'attaque aux parts de marché des Peretti et des Francisi. Les journalistes ont appelé cela la guerre des jeux. Et donc il fallait un parrain pour faire la paix entre les différents clans corses des cercles de jeux parisiens. Le parrain et le traité de paix a été signé dans le bureau du ministre de l'Intérieur, puisque le parrain était Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui leur a dit, bon maintenant, vous arrêtez de vous tuer entre vous, chacun un cercle, foutez-nous la paix. Voilà, en gros, donc l'État français est quand même un petit peu responsable. L'existence d'un rendez-vous secret entre le ministre de l'Intérieur Roger Frey et des chefs de clan du grand banditisme pose question. Et si ces cercles de jeu cachaient autre chose qu'un simple remerciement pour acte de résistance? Et s'il y avait un arrangement secret entre le pouvoir et le milieu? Pour avoir un élément de réponse, il faudra attendre 15 ans et l'arrivée des socialistes au pouvoir. En 1981, François Mitterrand prend pour ministre de l'Intérieur un spécialiste de la voyoucratie, Gaston Defferre, le maire de Marseille. Sur le moment, le milieu français se réjouit de cette surprenante nomination. Il a toutes les qualités merveilleuses d'avoir su naviguer avec des résistants, des criminels, des fachos, des cocos, des staliniens, et d'être resté maire de Marseille inexorablement durant toute cette période. Ça ne veut pas dire que quand il a changé de bureau, qu'il est devenu ministre, il n'a pas été impitoyable avec les voyous. Il n'a pas fait de cadeaux. Très vite, le socialiste Gaston Defferre s'attaque aux voyous français et surtout à ceux proches de la droite que sont les patrons des cercles de jeu. Il fait tout de suite fermer le grand cercle d'Andréani, chez qui les policiers retrouvent 600 kilos de lingots d'or. Puis il s'attaque au cercle Haussmann du parrain Francisi. M. Defferre n'a pas hésité à accuser plusieurs hommes de l'opposition d'avoir protégé cet homme. Il faut écouter un extrait de cette intervention de M. Defferre. Fermer le cercle de Francisi, c'était depuis 23 ans une chose impensable. Il faut dire que ce cercle, ça rapporte beaucoup d'argent à certains partis politiques, aux protecteurs, aux amis, aux complices de M. Francisi Chirac, à Ponce, à Pasqua. L'accusation est claire, vous venez de l'entendre, et bien entendu, nous sommes allés auprès de M. Pasqua pour essayer d'obtenir une réaction et une réplique. Nul, fût-il ministre de l'Intérieur, n'est au-dessus des lois. Nous saisissons donc la justice d'une plainte en diffamation et il lui appartiendra de se prononcer. Gaston Defferre est condamné en diffamation, mais il ne rouvre pas pour autant le cercle de Francisi. La carrière de l'ancien résistant corse se termine par ailleurs très mal, au fond de son parking du 16e arrondissement de Paris. La tête était là, les épaules là, et le reste ici. Et la porte de la Jaguar était ouverte. J'ai vu simplement du sang. En fait, il y a bien deux enterrements aujourd'hui. Celui d'un parrain, ou supposé tel, et celui de Marcel Francisi, enfant du pays, maire de Chiamanace, conseiller général RPR, bienfaiteur de la Corse. Toute la matinée, des hommes au visage fermé ont débarqué de voitures trop luxueuses pour cette région déshéritée. Vêtus de noir, des souliers vernis jusqu'aux lunettes, ils affichent bien haut le deuil de celui dont on ne sait trop s'il était leur patron, leur cousin ou les deux. Les enquêteurs ne trouveront jamais le coupable de ce meurtre.
Le principal suspect, chef d'un autre clan, ayant été abattu au petit déjeuner sur une terrasse de Miami, d'un tir précis au fusil à lunettes. La famille Francisi devra attendre 1987 pour que son cercle soit réouvert par un ministre de l'Intérieur. À l'époque, il s'appelait Charles Pasqua et il était corse. Quand vous prenez la direction de la police des courses et des jeux, vous avez chez vous des fonctionnaires de police tout à fait remarquables qui sont corses. Vous avez des patrons de salles de jeu qui sont corses. Et puis vous pouvez avoir aussi des Corses qui sont dans le domaine politique et à la mairie de Paris ou dans différents ministères. Donc vous êtes, je ne dirais pas entouré ou cerné par des Corses, mais le terme même, la corsitude, devient pour vous intéressant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là encore, vous avez, c'est pas parce qu'ils sont Corses qu'ils sont badonnettes. Mais étant Corse, ils peuvent rencontrer d'autres Corses. Donc il y avait une espèce de lobby corse, aussi bien à la mairie de Paris que dans la banlieue parisienne, avec certainement, automatiquement, et c'est peut-être ça que les continentaux ne comprennent pas, des ponts amicaux, et je dis bien amicaux, simplement, entre des politiques, entre des hommes d'affaires corses, et entre le milieu corse. Parce que, si j'ose dire, ne le prenez pas mal, lorsqu'on est à l'étranger, et Paris pour tous ces Corses, c'est quand même quelque part l'étranger, on est d'abord Corse avant tout. Mais la meilleure source de revenus du banditisme corse, c'est aujourd'hui tarie. Les cercles de jeu sont fermés. La cause, une ultime guerre des clans. En 2011, le milieu s'entre-déchire à nouveau pour récupérer le magot. Résultat, trop de cadavres en Corse qui devient alors plus meurtrière que la Sicile. Et en 2012, un élu UMP corse est incarcéré. Il faisait la navette entre les cercles parisiens et Bastia, avec des valises pleines de billets. Le mélange entre politique et banditisme devient trop visible. La place Beauvau ne joue plus le jeu. Je crois qu'il y a un changement de la posture de l'État qui est en train de se demander si, en définitive, il ne ferait pas mieux d'avoir des casinos plutôt que des cercles de jeu et s'il ne faudrait pas enfin régler la question de Paris en y mettant un casino, même si bien évidemment les casinos ça sert aussi au blanchiment et même si bien évidemment le crime organisé ne peut pas se désintéresser des casinos, mais au moins quand il a ce genre d'outils, il est obligé de prendre un maximum de précautions. Ça veut dire que le lobby corse est beaucoup moins puissant qu'avant, que ça soit au niveau de l'État ou au niveau de la mairie de Paris. C'est une grosse perte pour le milieu corse. Hélas pour eux, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir. Aujourd'hui, la plupart des activités historiques du milieu sont en crise. Le proxénétisme lui a échappé. Les filles ne sont plus bretonnes, mais nigérianes, chinoises ou roumaines. Et la prostitution de luxe a quitté le trottoir. Je crois que l'âge d'or s'est arrêté depuis qu'existe l'informatique, puisque maintenant 50% de la prostitution se font par Internet. Beaucoup de filles maintenant se contentent d'un ou deux clients. Elles le font chez elles, aux horaires qui leur plaisent. Bon, mais c'est le sens de l'histoire. On va pas, c'est pas moi qui vais le réformer. Hein. Aujourd'hui, les proxénètes se planquent à l'étranger et la liberté des mœurs a coupé l'herbe sous le pied des notes blanches d'autrefois. Il n'y a plus de place pour les petits arrangements politiques. Désormais, le débat s'est déplacé sur le terrain moral. Je réfute de toutes mes forces cette vision archaïque selon laquelle le corps des femmes serait un corps disponible. Cette proposition de loi est clairement une proposition de loi d'abolition de la prostitution. Pour les braqueurs également, l'âge d'or est révolu. Le jeu n'en vaut plus la chandelle, les risques sont trop grands et les gains trop faibles. C'est fini, ça. Des braquages, il n'y en a plus, des grands vols, il n'y en a plus. Maintenant, dans les banques, il n'y a plus de liquide, c'est pour ça qu'il n'y a plus de braquage, il n'y a plus rien du tout. Hein. Maintenant, pour les bracos, les machins, tout ce qui est fourgon, tu montes dans une voiture, tu as ton ADN, donc les gens, ils ont peur. Donc, ils se retournent vers la cam, et comme la cam, il y a de l'argent, voilà. Heureusement pour le milieu, il reste le marché de la drogue. Heureusement pour le milieu, il reste aussi l'expérience acquise pendant plus de 70 ans auprès du monde politique. Même si à Marseille, aujourd'hui, les dirigeants veulent tourner la page. Ce qui était fait sous Gaston Defferre
et qui était toléré en France d'ailleurs. Je ne dis pas que c'est moralement acceptable ou non, je dis que c'était toléré, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les lois ont changé et c'est inacceptable. Et c'est inaccepté. Pourtant, le matin même de l'interview du maire adjoint de Marseille, un employé municipal se faisait abattre devant son bureau. La victime était connue des services de police. En 2013, il avait été condamné à 2 ans de prison pour extorsion et association de malfaiteurs. Il baignait dans le milieu du grand banditisme. Cette figure de la pègre locale, surnommée Petit Bert, travaillait pour la mairie. À Marseille, les traditions ont la dent dure. Cette histoire est une histoire terrible, d'abord pour lui parce qu'il est mort, hein. Deuxièmement pour la ville parce que ça fait pas sérieux, et troisièmement si ça je comprends pas, vous ne pouvez pas être fonctionnaire municipal si vous êtes condamné. Donc, normalement il ne doit pas y être. Vous savez, Marseille peut toujours être attrapé par son histoire, il faut qu'on l'assume. On l'assume à fond. Si on présente Marseille avec les voyous, oui il y en a, et alors? Il n'y a pas des voyous, il n'y a pas eu des voyous dans l'histoire du monde? Alors oui, on est exubérant, on est méditerranéen. Eh bien, assumons-le. C'est notre force. On n'a pas à se cacher de ce que l'on est. À Marseille, comme dans le reste du pays, le milieu français et la classe politique n'ont pas définitivement divorcé. Dans un instant. Certains élus ont indiqué que selon eux, les prochaines personnes influentes seraient des gens impliqués dans le trafic de produits stupéfiants.